Sachez que lorsqu'on rencontre d'autres associations en Europe et ailleurs, il n'existe pas d'équivalent de ces deux dispositifs destinés aux personnes exposées et aux victimes. Donc c'est une indication d'un résultat extrêmement positif, et en même temps, si on regarde les choses avec recul, on voit s'accumuler un certain nombre de difficultés et de problèmes non résolus. Contrairement à une idée très répandue aujourd'hui, l'amiante, ce n'est pas fini. On l'a vu avec l'exposé du professeur Perron, la sous-déclaration, c'est une maladie honteuse de notre société. Pensez qu'une maladie spécifique comme le mésothéliome, dans 60% des cas, il n'y a pas de déclaration, alors que, y compris même devant le FIVA, la simple énoncé du diagnostic vaut preuve d'exposition, et on n'arrive pas à 100%, ni même à 90%. Donc la route est longue. La route est longue aussi en matière de suivi médical. Beaucoup de choses ont été faites, des choses excellentes sur le plan régional. Au plan national, la situation, c'est une situation sinistrée. C'est-à-dire que statistiquement, le suivi médical reste l'exception et non pas la règle, comme ça devrait être. Le suivi médical post-professionnel, j'entends. Et en matière de justice, si vous avez suivi l'actualité la plus récente, ce qui est en train de se passer, c'est ajouter à un scandale sanitaire un scandale judiciaire, puisque les magistrats du pôle de santé publique et avec l'appui sans faille du parquet, sont en train de préparer un enterrement de première classe. Enterrement dans le fait de rechercher les responsabilités au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de l'État, au niveau de ce qui s'est passé avec la structure de lobbying Comité permanent amiante. Ce bilan-là, ils ne souhaitent pas qu'il soit tiré, mais aujourd'hui, et pour des scientifiques, je pense que ça parle, aujourd'hui, on a des magistrats qui se déshonorent, je m'excuse d'employer le terme, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit, en faisant dire à une expertise scientifique qu'ils ont eux-mêmes suscité le contraire de ce qu'est écrit. C'est-à-dire, on nous explique aujourd'hui, on ne peut pas, compte tenu de la variabilité du temps de latence, on ne peut pas dater la date de l'intoxication par les fibres d'amiante. Puisqu'on ne peut pas la dater, on ne peut pas et on ne pourra jamais trouver de responsabilité chez quiconque. C'est les termes même des documents produits par les juges. Donc c'est une sorte de permis de tuer qui est adressé par avance, non seulement pour l'amiante, mais pour tous les produits à effet différé. On en est là. Alors, je voudrais dire aussi que notre association, qui s'est construite beaucoup sur l'indemnisation, elle a maintenant un nombre grandissant de sollicitations concernant la prévention. Sollicitation de comité hygiène et sécurité dans les entreprises, mais aussi sollicitation par des parents d'élèves lorsqu'il y a de l'amiante dans des écoles, par des locataires lorsqu'il y a de l'amiante dans des HLM, et on commence à prendre la mesure de ce que ça signifie 20 millions de tonnes d'amiante encore en place en France. On parle beaucoup des risques du désamiantage, mais ces risques statistiquement sont beaucoup plus faibles en nombre de personnes concernées que ceux des millions d'artisans, PME, professionnels de la maintenance, etc., qui sont exposés quotidiennement à l'amiante en place, et souvent sans même le savoir. Donc ça fait partie des tâches de l'association. Je voudrais dire l'énorme satisfaction que nous donne le travail avec Mésocline. Nous avons soutenu la création d'un réseau de centres national de centres experts cliniciens. Nous l'avons soutenu en nous adressant explicitement à l'INCa et en renouvelant ce soutien périodiquement. Nous avons la satisfaction d'avoir construit dans la durée, au bout de 6 ans, des rapports de confiance entre médecins et associations de victimes, des rapports extrêmement précieux, et on a pu en prendre la mesure en mars 2016, lorsque nous avons fait une conférence co-organisée par Mésocline et par l'Andeva. Nous avons pu
La salle était remplie majoritairement de victimes et de familles. Nous avons pu avoir ce que vous avez aujourd'hui, peut-être en simplifié, mais c'est-à-dire un état des traitements, de la recherche, etc. Et c'était une première. Et nous avons pu aussi faire entendre aux médecins un certain nombre de choses qui venaient directement du vécu des patients et des familles. Et à cette tribune, il y avait Daniel Marjorie, qui nous a quittés quelques mois après, et qui a fait une intervention qui a marqué. Il a expliqué sa volonté d'être acteur de sa maladie, et de ne pas simplement en subir les traitements, de le comprendre. Et il a y compris interpellé quelque part le corps médical en expliquant l'amertume et le sentiment d'abandon qu'il avait reçu après avoir dû quitter, pour les effets secondaires ravageurs, un essai clinique, sentiment d'abandon, d'absence de suivi, d'absence d'explication, etc. Chose évitable et dont il faut tirer les leçons. On a entendu Linda Lamprey, qui a perdu son mari à l'âge de 40 ans et quelques, et qui a expliqué les conditions absolument dramatiques dans lesquelles s'était fait l'annonce de la maladie. Une annonce brutale, tétanisante, et puis un renvoi avec 3 ou 4 ordonnances à la maison sans aucune perspective immédiate. Et elle a plaidé pour la mise en pratique réelle des dispositions prévues pour le plan cancer. Aujourd'hui, Arnaud Chaperel nous a remis un exemplaire d'un guide pour les patients sur le mésothéliome. C'est un exercice extrêmement difficile compte tenu du pronostic de la maladie. Nous avions déjà travaillé sur une première version de ce document. Nous allons le retester à nouveau sur des patients atteints de mésothéliome et des dirigeants d'associations. Et c'est une voie dans laquelle on aura plaisir à continuer.